Ma fiancée a laissé son meilleur ami me manquer de respect dans ma propre maison alors qu'il vivait à mes crochets. Puis, elle m'a posé un ultimatum, m'excuser ou partir. Alors j'ai dit, tu l'auras voulu. Et j'ai mis fin à tout. Moi, 32 ans, expert comptable judiciaire à Paris. Imaginez un détective financier croisé avec un fin limier des prétoires. Quand des entreprises dissimulent leurs comptes ou que des conjoints cachent des actifs, je suis celui qui met au jour chaque irrégularité et la présente avec une clarté telle que même les plus habiles ne peuvent se dérober. Ma spécialité est la recherche d'actifs et la reconstitution financière. J'ai tout exposé, des montages frauduleux aux dissimulations lors de séparations, aidant mes clients à récupérer des millions d'euros détournés. Ce travail exige de la patience, de l'analyse et une attention absolue aux détails. On documente tout. On ne suppose rien et on laisse les preuves raconter l'histoire. Il y a 4 ans, j'ai acheté un pavillon des années 1960 dans l'est du Val-de-Marne pour 165 000 euros. Une bâtisse à retaper que la plupart des gens auraient évité, mais moi, j'y ai vu un potentiel financier. Ce quartier de banlieue était en pleine expansion, la valeur immobilière grimpait rapidement, et cette maison avait une structure solide sous des décennies de négligence. J'y ai investi 43 000 euros et 3 ans de mon propre labeur. J'ai refait toute l'électricité, modernisé la plomberie, vidé la cuisine, restauré le parquet d'origine, amélioré le système de chauffage, reconstruit la salle de bain principale. J'ai passé d'innombrables week-ends à apprendre à caroler, d'innombrables soirées, après des journées de travail de 12 heures, à poncer les moulures à la main. Le garage est devenu mon atelier, scie sur table, scie à onglet, installation électrique complète pour de sérieux travaux de rénovation. Quand j'ai eu terminé, j'avais une maison d'une valeur de 275 000 euros qui ressemblait à une forteresse que j'avais bâtie de mes propres mains. C'est à ce moment-là que Chloé est entrée dans ma vie. Je l'ai rencontrée lors d'un événement de réseautage d'une grande école de commerce parisienne, environ 1 an après avoir fini les rénovations. Elle avait 28 ans, était en première année de master en administration des affaires, extrêmement brillante et avide de réussite. Elle avait travaillé 3 ans dans le marketing après sa licence, avait réalisé qu'il lui fallait plus de bagages pour la carrière qu'elle visait et misait sur elle-même en reprenant des études supérieures. Je respectais cette détermination. L'alchimie a été instantanée. Elle comprenait mon esprit analytique. Son ambition m'attirait. Nos conversations avaient de la substance, des objectifs, des valeurs, le genre de discussion sérieuse qui distingue les adultes des étudiants qui se cherchent encore. Elle étudiait une spécialisation en finance et prétendait vouloir comprendre comment la richesse fonctionnait vraiment. Quand elle a mentionné que ses frais de scolarité la stressaient et qu'elle envisageait un travail à temps partiel qui plomberait ses notes, j'ai pris ce qui semblait être une décision évidente. Concentre-toi sur tes études, lui ai-je dit. Je m'en occupe. J'ai donc commencé à régler directement les frais au service de la scolarité de l'école. 48 000 euros par an, ce n'est pas une bagatelle. Mais je gagnais très bien ma vie et je croyais que nous construisions quelque chose ensemble. Investir dans son avenir, c'était investir dans notre avenir, n'est-ce pas? Célèbre dernière parole. Quoi qu'il en soit, au bout de 8 mois, sa Renault de 2003 a commencé à rendre l'âme, elle brûlait de l'huile, la transmission patinait, devis de réparation de 2 500 euros pour une voiture qui en valait peut-être 3 500. Au lieu de jeter de l'argent par les fenêtres, je l'ai emmené chez un concessionnaire de véhicules d'occasion certifié Honda. Nous avons choisi une Accord 2019 fiable avec 14 800 euros, intérieur cuir, ensemble de dispositifs de sécurité avancés. Carte grise à mon nom, assurance via ma police pour plus d'efficacité. Je te rembourserai dès que j'aurai mon diplôme et que j'aurai décroché un bon poste, a-t-elle promis. J'y croyais, et plus encore. Ça m'était égal. Les partenaires gèrent les affaires ensemble. Quand son bail a expiré, emménager ensemble était la suite logique. Elle contribuait comme elle pouvait, environ 550 euros par mois pour les courses et les charges, tandis que je m'occupais de l'emprunt, des taxes foncières, de l'assurance et de la plupart des dépenses du foyer. J'ai ouvert un compte courant joint pour les frais partagés, alimenté à hauteur de 3 500 euros par mois. Un système propre, sans drame sur qui payait quoi. J'aurais dû remarquer l'appropriation subtile dans son langage, cependant. En l'espace de 6 mois, c'était devenu notre maison pour les amis, notre voiture pour les courses. Nous rénovions la salle de bain des invités alors que c'était moi qui faisais 100% du travail et payais 100% des factures. Les couples parlent comme ça, alors je ne m'en suis pas inquiété.
Mais il y avait quelque chose dans son ton. Elle mentionnait nonchalamment à ses amis à quel point nous réussissions, comment nous construisions cette vie incroyable, comment nous avions une planification financière si solide. Peu importe que la planification financière, c'était mes tableaux, et que le succès venait de mes semaines de 60 heures. Dans son esprit, mes victoires étaient déjà à moitié les siennes, simplement par association. Mais je suis patient. J'apprends à observer les schémas avant de porter un jugement. On recueille des preuves, on analyse le comportement, et on laisse les gens vous montrer qui ils sont vraiment. Je n'avais aucune idée que le meilleur ami d'université de Chloé était sur le point de me fournir toutes les preuves dont j'aurais jamais besoin. Il s'appelait Antonin, et il allait m'apprendre la leçon la plus précieuse de ma vie d'adulte. La différence entre investir dans quelqu'un et se faire manipuler. Antonin, ce personnage. Le simple fait de taper son nom me fait tiquer, mais j'ai essayé d'être juste au début. C'était le meilleur ami indéfectible de Chloé depuis l'université, celui qui l'avait soutenu lors d'une rupture difficile avec un ex-musicien pendant leur dernière année. Selon elle, Antonin était le héros qui avait rebâti sa confiance en elle et l'avait convaincu qu'elle méritait mieux. Le type se disait directeur créatif et photographe de marque. Son portfolio en ligne ne contenait que des photos d'ambiance de café et exactement 3 clients payants. Il conduisait une BMW décapotable de 2007 qui passait sa vie chez le garagiste, louait un studio de 1200 € par mois dans le sud de Paris et semblait toujours être entre de grands projets. Le premier signal d'alarme aurait dû être sa réaction lorsque Chloé nous a présenté. Au lieu des politesses habituelles, Antonin m'a immédiatement jaugé comme un rival, posant des questions pointues sur mon travail, mon potentiel de revenus et ma vision à long terme de la relation. Il se positionnait comme le conseiller protecteur de Chloé, celui qui l'éloignerait des hommes qui n'étaient pas à sa hauteur. Ce qui lui manquait en succès, il le compensait en audace. Plus précisément, ses avis d'expert sur le fait que Chloé se contentait de peu avec moi. Ça a commencé subtilement. J'allais chercher le dîner, Antonin mentionnait que son ex lui cuisinait des repas raffinés. Je prévoyais un week-end à Bordeaux, Antonin faisait nonchalamment référence à leur road trip universitaire improvisé en Provence. Je lui achetais des bijoux, Antonin plaisantait sur la façon dont les professionnels montraient leur amour par rapport aux créatifs. Chaque commentaire me positionnait comme le pourvoyeur sûr et ennuyeux, tout en l'établissant lui comme le gardien de l'authenticité de Chloé. Il la connaissait depuis plus longtemps, la comprenait plus profondément, appréciait sa vraie personnalité d'une manière que quelqu'un focalisé sur des choses pratiques comme la stabilité financière ne pourrait jamais comprendre. Le pire, c'est que Chloé gobait tout sans sourciller. Elle s'était habituée au style de vie que je lui offrais, mais Antonin n'arrêtait pas de lui murmurer que ce confort lui coûtait son âme. Il plantait des graines de doute, tu sembles différente ces derniers temps. Ou, l'ancienne Chloé me manque. Es-tu sûr que c'est ce que tu veux à long terme? Sa demoiselle d'honneur, Anaïs, était l'autre parasite. Apparemment convaincue que son rôle était de valider tout ce que Chloé ressentait. Chloé se plaignait de mes horaires de travail, Anaïs convenait immédiatement que je la négligeais. Antonin faisait des commentaires désobligeants sur ma mentalité professionnelle, Anaïs hochait la tête comme s'il avait révélé une profonde sagesse, et ainsi de suite. Il transformait les problèmes de couple classiques en symptômes d'une incompatibilité profonde que seul pouvait diagnostiquer. Mais ce qui a vraiment commencé à m'énerver, c'était la relation d'Antonin avec mon argent. Sa BMW était constamment en panne. Et je dis bien constamment. Direction assistée, système de refroidissement, transmission, électricité. Toutes les 6 semaines, quelque chose d'autre lâchait sur ce gouffre financier allemand. À chaque fois, Antonin appelait Chloé, paniqué par les coûts de réparation et le fait qu'il pourrait perdre des clients sans moyen de transport. Chloé transférait immédiatement de l'argent depuis notre compte joint, le compte que seul moi approvisionnais. 380 par-ci, 550 par-là, juste le temps qu'il se remette sur pied, disait-elle. Il nous remboursera quand ce gros projet aboutira. Le gros projet n'a jamais abouti, soit dit en passant. Antonin n'a jamais rien remboursé, mais les urgences continuaient d'affluer. Son loyer était apparemment optionnel, au moins 5 fois en 10 mois. Chloé comblait son découvert parce qu'il était entre 2 factures ou attendait les paiements de ses clients. Avec mon argent. Je finançais essentiellement le style de vie de ce parasite pendant qu'il passait ses journées à saper ma relation. Le pire, c'était l'attitude d'Antonin pendant ses prêts. Aucune gratitude, aucune reconnaissance qu'il était sauvé par le travail de quelqu'un d'autre.
Juste l'attente arrogante que Chloé réglerait ses problèmes, suivie de critiques continues sur mon approche matérialiste de la vie. Chaque fois que j'abordais son comportement, ses crises financières constantes, ses commentaires irrespectueux, son ressentiment évident envers notre réussite, Chloé me coupait immédiatement la parole. Il est comme de la famille pour moi, Raphaël. Il était là quand mon ex a détruit ma confiance. Ce n'est pas quelque chose qu'on oublie. C'est juste Antonin qui est protecteur. Il a des difficultés. Les gens qui réussissent aident les autres à s'élever. Mais je remarquais autre chose, mes préoccupations étaient traitées comme des broutilles mesquines venant de quelqu'un qui ne comprenait pas la loyauté comme elle. La conversation se terminait, rien ne changeait, et Antonin continuait de vider notre compte tout en empoisonnant l'esprit de Chloé à propos de notre relation. Le fait est qu'Antonin était en train de monter un dossier contre lui-même, transaction par transaction, commentaire par commentaire. Il ne savait tout simplement pas qu'il était sur le point de passer en jugement. Et ce jugement arrivait plus vite que nous ne l'aurions imaginé. L'occasion s'est présentée après que j'ai bouclé la plus grosse affaire de ma carrière. Une entreprise maquillait ses comptes depuis 3 ans, dissimulant près de 4 millions d'euros de pertes grâce à des astuces comptables sophistiquées. Mon analyse a exposé tout le stratagème et a aidé notre client à récupérer 2 800 000 euros dans un règlement. 6 mois de journée de 18 heures, à vivre de café et de plats à emporter, devenant pratiquement un fantôme pendant que je construisais un dossier en béton. La percée a eu lieu lorsque j'ai découvert que le directeur financier avait créé des fournisseurs fictifs pour siphonner de l'argent tout en gonflant les revenus par de fausses facturations. Il m'a fallu 4 mois pour tracer chaque transaction, croiser les relevés bancaires et construire une chronologie prouvant une fraude systématique. Leur équipe juridique a tenté de discréditer mon travail lors des auditions, mais les tableaux ne mentent pas quand on sait les lire. Nous les avons écrasés. Et ma commission de succès était suffisamment substantielle pour que je puisse enfin profiter des fruits de mon labeur acharné. J'ai donc décidé d'organiser une célébration digne de cet événement marquant, pas juste un dîner au restaurant. Le genre de soirée qui marque une véritable réussite. Je voulais la partager avec les gens qui comptaient. Baptiste, mon meilleur ami depuis l'université, qui m'avait aidé à rénover la maison. Quentin et Simon, de mon cabinet, qui m'avaient couvert pendant l'affaire. Mathilde et Étienne, un couple d'amis qui comprenaient pourquoi j'avais disparu pendant 6 mois. Invite qui tu veux, ai-je dit à Chloé. C'est autant notre célébration que celle de l'affaire. Ses yeux se sont illuminés quand j'ai mentionné le budget de 2300 €. Elle est immédiatement passée en mode organisation soignée. Entrecôte de première qualité chez le boucher du quartier, arrangements floraux professionnels, boissons haut de gamme pour le bar. Raphaël, c'est notre moment de montrer aux gens qui nous sommes vraiment, a-t-elle dit. Et cette phrase, notre moment, a sonné faux. C'était ma victoire professionnelle, mais dans son esprit, il s'agissait déjà de son statut social. La liste de courses à elle seule coûtait 700 €. Elle voulait des vins spécifiques pour accompagner chaque plat, du pain artisanal de cette boulangerie réputée du centre, une sélection de fromages affinés pour les apéritifs. Je la regardais planifier cette célébration comme une hôtesse accomplie, pas comme quelqu'un qui honore l'étape de carrière de son partenaire. J'ai quand même suivi le mouvement. J'ai passé la semaine à préparer. Baptiste a aidé à installer le son et l'éclairage. J'ai prévu un menu d'enfer. Entrecôte maturée à sec, légumes du marché, pâtes fraîches maison en entrée, un buffet de dessert qui aurait pu nourrir une armée. Chaque détail était parfait. Des fleurs fraîches partout, de la bonne musique, le genre d'atmosphère qui donne aux gens envie de rester et de vraiment se connecter. La soirée a commencé exactement comme prévu. Des amis formidables, une nourriture incroyable, tout le monde détendu et s'amusant sincèrement. Pour la première fois depuis des mois, je me détendais vraiment et profitais de ce que j'avais gagné. Quentin racontait des anecdotes sur les visages des avocats adverses quand ils avaient vu nos preuves. Mathilde admirait les rénovations de la maison qu'elle n'avait pas encore vues. C'était le genre de soirée qui vous rappelle pourquoi vous travaillez si dur. Puis, 40 minutes après l'arrivée de tout le monde, Antonin est apparu. Il n'a pas frappé, il a simplement utilisé la clé de Chloé comme s'il était chez lui. Aucune excuse pour son retard, aucune reconnaissance du fait que c'était ma célébration. Il a tout inspecté avec ce regard calculateur de quelqu'un qui évalue le prix de votre succès, puis s'est dirigé droit vers le bar où j'avais ouvert des bouteilles de premier choix spécialement pour l'occasion. Belle installation, Raphaël, dit-il en se servant une généreuse portion de boisson coûteuse.
Ça montre vraiment ce qu'on peut accomplir quand on donne la priorité aux bonnes choses. La façon dont il a dit bonnes choses, comme si gagner de l'argent était moralement discutable, m'a fait serrer la mâchoire, mais j'ai gardé mon sang-froid. Habitude professionnelle. Antonin a immédiatement commencé sa performance habituelle sur la différence entre les gens qui créent de la valeur et ceux qui l'extraient. Se positionnant comme l'artiste torturé entouré de professionnels. Le créatif authentique dans une pièce pleine de gens qui ont troqué leur âme contre un salaire. Mes amis lui lançaient des regards qui auraient pu faire fondre de l'acier. Mais je suis resté silencieux et j'ai joué l'autre gracieux. Car voici ce qu'il ne comprenait pas à mon sujet, il était sur le point de me donner tout ce dont j'avais besoin pour mettre fin à cela de manière permanente. Au fur et à mesure que la soirée avançait, Antonin devenait plus bruyant et plus odieux. Il s'était autoproclamé commentateur social de la soirée, tenant la cour sur tout, de la marchandisation de la créativité au vide spirituel de la poursuite du succès financier. Certaines personnes sont mues par la passion, dit-il en faisant un geste avec ma boisson coûteuse tout en me regardant droit dans les yeux, le besoin de créer quelque chose de significatif. D'autres sont plus pratiques. Il prononça pratique comme si c'était un défaut de caractère, comme si choisir la stabilité financière plutôt que la lutte artistique était la preuve d'une faillite morale. Baptiste le fusillait ouvertement du regard. Quentin avait cessé de faire semblant d'écouter. Simon avait l'air de calculer à quelle vitesse il pourrait expulser Antonin des lieux. Mais je suis resté calme et j'ai laissé Antonin continuer à creuser sa propre tombe. La meilleure façon de gérer quelqu'un comme ça est de lui donner assez de cordes pour se pendre. Puis Antonin s'est tourné vers Chloé avec cette fausse expression inquiète qui était devenue sa marque de fabrique. Je veux juste m'assurer que tu es heureuse, Chloé. Je veux dire, Raphaël est évidemment un excellent pourvoyeur. Pause théâtrale, s'assurant que tout le monde écoutait. Il est stable, fiable, et il prend bien soin de toi. Chaque mot était soigneusement choisi pour critiquer sous couvert de louange. Cela allait devenir très intéressant. La réaction de Chloé. Au lieu de le faire taire ou de défendre notre relation, elle hochait la tête d'un air songeur, comme si Antonin dispensait une profonde sagesse sur ses choix de vie. Elle avait ce regard que je n'avais jamais vu auparavant. Non pas embarrassée par son manque de respect, mais considérant sincèrement ses paroles comme si elles avaient du mérite. Mathilde regardait Chloé avec un dégoût non dissimulé. Étienne avait l'air confus, comme s'il ne pouvait pas croire ce dont il était témoin. Mes collègues du cabinet, des professionnels qui m'avaient vu démolir des témoins hostiles lors des auditions, observaient avec une curiosité professionnelle, reconnaissant la mise en place de quelque chose de spectaculaire. Antonin a dû interpréter son silence comme un encouragement, car il a décidé de porter le coup de grâce. Il m'a regardé droit dans les yeux, a souri de ce petit sourire suffisant que j'en étais venu à haïr, et a livré ce qu'il pensait être son coup final. Mais soyons honnêtes, nous savons tous les deux qu'elle pourrait trouver bien mieux que toi. Silence de mort. Le seul son était le bourdonnement du système de ventilation en arrière-plan. Mes amis avaient l'air d'avoir assisté à un moment choquant. Chloé fixait son assiette, non pas en colère contre Antonin pour avoir manqué de respect à son fiancé, mais embarrassée qu'il ait provoqué une scène. Pire encore, j'ai surpris un minuscule hochement de tête d'approbation avant qu'elle ne baisse les yeux. Anaïs souriait carrément, comme si Antonin venait de livrer une vérité profonde qui devait être dite. C'est à ce moment-là que tout s'est cristallisé avec une clarté absolue. Ce parasite venait de me manquer de respect dans ma propre maison, lors de ma propre célébration, en buvant mes boissons haut de gamme et en vivant grâce à mon soutien financier. Et ma fiancée, la femme dans laquelle j'avais investi 3 ans et plus de 150 000 €, n'était pas embarrassée par ce qu'il avait dit. Elle était embarrassée qu'il l'ait dit à voix haute. Eh bien, le masque de l'hôte amical est tombé. Il était temps pour l'expert comptable judiciaire de présenter son dossier. J'ai posé mes couverts, croisé les mains et regardé Antonin droit dans les yeux. Quand j'ai parlé, ma voix était calme, contrôlée, complètement professionnelle. Le ton que j'utilisais pour démolir les témoins hostiles. C'est une évaluation fascinante, Antonin. Votre méthodologie m'intéresse vivement. À quoi ressemble exactement faire mieux? Soyez précis, s'il vous plaît. Il n'était pas prêt pour ça. Il s'attendait à de la colère, une réaction émotionnelle, que je perde mon sang-froid. Au lieu de ça, je le contre-interrogeais comme l'escroc qu'il était. Eh bien, tu sais, quelqu'un de plus à son niveau intellectuel, quelqu'un de créatif qui la comprend vraiment. Je vois. Donc,
La principale qualification est d'être créatif. Et je suppose que vous vous considérez comme correspondant à cette description. Évidemment, je comprends Chloé mieux que personne. J'ai sorti mon téléphone et ouvert l'application de ma banque. C'était l'heure de la phase d'épreuve. Parfait. Vous vous établissez donc comme la référence de ce que Chloé mérite. Excellent. Examinons vos qualifications en utilisant des données réelles plutôt que des sentiments. J'ai senti l'attention de toute la pièce se focaliser sur moi alors que je consultais les informations de mon compte. C'était le moment pour lequel je m'étais inconsciemment préparé pendant des mois à regarder ce parasite vider mes ressources tout en sapant ma relation. Les frais de scolarité du master en administration des affaires de Chloé à l'école, 48 000 € par an pendant 2 ans, payés directement au service de la scolarité par mois. C'est 96 000 € investis dans ses perspectives de carrière future. Sa Honda Accord 2019, prix d'achat de 14 800 €. Un moyen de transport fiable avec une couverture de garantie, carte grise à mon nom, assurance via ma police à 160 € par mois. Son visage changeait de couleur, mais je n'avais pas fini de monter mon dossier. Les dépenses mensuelles du foyer s'élèvent en moyenne à 3 800 € au cours des 18 derniers mois. Emprunts, taxes foncières, charges, courses, entretien, entièrement financés par moi. Compte joint pour les dépenses discrétionnaires, contribution mensuelle de 3 500 €, encore une fois, provenant entièrement de mes revenus. J'ai fait une pause, laissant les chiffres s'imprégner tout en changeant d'application. Quentin hochait la tête avec appréciation. Il reconnaissait la précision chirurgicale quand il la voyait. Maintenant, en tant qu'expert autoproclamé sur ce que Chloé mérite, je suis curieux de connaître votre portefeuille d'investissement. Qu'avez-vous apporté à son avenir récemment, à part dénigrer constamment le mien? Ce n'est pas. A-t-il commencé, mais j'ai levé la main. Je n'ai pas fini de présenter les preuves. Examinons votre relation financière avec ma fiancée, voulez-vous? J'ai sorti un petit carnet. Oui, j'avais tenu des registres. Et je l'ai ouvert aux pages pertinentes. Baptiste souriait parce qu'il savait exactement ce qui allait arriver. L'expert comptable judiciaire était sur le point de passer en mode expertise totale. Les réparations de votre BMW, documentées via virement et notre compte joint. 15 mars, 390 € pour la direction assistée. 3 avril, 350 € pour le système de refroidissement. 22 mai, 570 € pour l'entretien de la transmission. 8 juillet, 270 € pour les diagnostics électriques. 19 août, 500 € pour les travaux de suspension. Cela fait 2180 € de réparations automobiles en 8 mois. Tous financés par des comptes que je maintiens. Un de mes amis a carrément reniflé avant de le couvrir d'une toux. Antonin avait l'air d'avoir été giflé, mais je n'avais pas encore fini. Ensuite, nous avons vos urgences de loyer. Manque en juin, 370 €. Manque en août, 550 €. Manque en octobre, 420 €. Manque en novembre, 350 €. Manque en décembre, 480 €. 2170 € supplémentaires en prêts temporaires qui n'ont jamais été remboursés. J'ai fermé le carnet et les regardé droit dans les yeux. La pièce était si silencieuse qu'on pouvait entendre le verre de Mathilde toucher la table. Alors, laissez-moi m'assurer que je comprends bien votre position, Antonin. Vous croyez qu'un homme qui a investi plus de 150 000 € dans l'éducation, les perspectives de carrière et la qualité de vie de Chloé est en quelque sorte inférieure à un homme qui a retiré 4 300 € de ses comptes sans rien apporter de tangible à sa réussite future. Ai-je résumé votre argument avec précision? Il avait l'air d'un témoin qui venait d'être anéanti lors d'un contre-interrogatoire, ce qui était exactement ce qui s'était passé. Simon essayait de ne pas rire. Étienne secouait la tête. Même Anaïs avait l'air mal à l'aise pour la première fois de la soirée. Mais la vraie révélation est venue quand j'ai regardé Chloé, sincèrement curieux de voir comment elle réagirait à la réalité financière de notre relation ainsi exposée. Son visage a traversé une série d'émotions. Elle s'est levée de sa chaise si violemment qu'elle a raclé le parquet que j'avais refait de mes propres mains. Tout son corps tremblait de rage. Pas contre Antonin pour m'avoir manqué de respect dans ma propre maison. Contre moi pour m'être défendu avec des faits. Je n'arrive pas à croire que tu viennes de faire ça, siffla Chloé, la voix basse et tendue. Tu es sérieux? Tu l'as complètement humilié devant tout le monde. Je suis resté assis, calme.
Non, Chloé. Il s'est humilié lui-même. J'ai simplement présenté des preuves documentées en réponse à son évaluation de notre relation. Ce n'est pas un tribunal, Raphaël. Sa voix montant, devenant stridente. C'est censé être notre maison. La façon dont elle a dit notre maison, comme si elle avait un droit égal sur quelque chose auquel elle n'avait jamais contribué d'un euro, résumait tout ce qui n'allait pas dans la dynamique de notre relation. Notre maison dans laquelle il vient de me manquer de respect, en buvant les boissons haut de gamme que j'ai payées et en bénéficiant du soutien financier que je fournis. Elle n'entendait rien. Elle était bloquée dans la défense d'Antonin, exactement comme toujours. Sauf que cette fois, le masque du désaccord poli était complètement tombé. Antonin est la seule personne qui me voit vraiment pour qui je suis. Toi, tu me vois juste comme une sorte de tableau d'investissement. Tu penses que jeter de l'argent sur tout fait de toi un héros? L'ironie lui échappait complètement, furieuse contre moi pour avoir jeté de l'argent sur sa réussite tout en défendant le type qui avait littéralement pris cet argent pour lui-même. Mes amis regardaient cette crise avec un mélange de fascination et d'horreur. Mathilde avait l'air dégoûtée. Baptiste enregistrait tout sur son téléphone. Homme intelligent. Quentin prenait des notes mentales comme s'il assistait à la collecte de preuves pour une future affaire. Ça suffit. Elle criait maintenant, complètement hors d'elle. J'en ai marre de tes discussions rationnelles, de tes analyses logiques et de ta façon de tout gérer. Elle s'est tournée pour faire face à la pièce, à mes amis, à ma célébration, à ma réussite, comme si elle s'adressait à un jury qui prendrait sûrement son parti contre mon comportement déraisonnable. Voilà exactement de quoi je parle. Tout doit être une transaction avec toi. Tout analysé, catégorisé et classé comme l'un de tes dossiers. Je pouvais voir mes amis échanger des regards. Ils assistaient à quelque chose que je n'avais jamais vu. La vraie Chloé, celle qui émergeait lorsqu'on contestait ses choix et qu'on la forçait à affronter la réalité. Antonin se tenait derrière elle comme un chiot blessé, l'air mal à l'aise mais sans reculer. Il avait allumé cet incendie et se contentait de la laisser tout brûler en défendant sa position. Tu veux que tout soit documenté, justifié et prouvé. Tu ne peux pas simplement accepter que certaines choses relèvent des sentiments et de la loyauté. Et de Chloé qui prend de l'argent sur mes comptes pour soutenir quelqu'un qui manque activement de respect à notre relation. C'est laquelle a sorti l'option ultime. Elle s'est redressée de toute sa hauteur, a regardé autour d'elle, s'assurant que tout le monde regardait, et a lancé son ultimatum avec la confiance suprême de quelqu'un qui n'a jamais fait face à de réelles conséquences. J'en ai marre de ces situations. Raphaël, tu t'excuses auprès d'Antonin tout de suite pour ce que tu viens de faire, ou c'est terminé entre nous. Fini. Terminé. Sa voix devenait plus forte à chaque mot, montant vers un crescendo dramatique qui me forcerait à capituler. Elle a même souri en lançant cette menace finale. Convaincue qu'elle venait de jouer sa carte maîtresse. La pièce retenait son souffle. Dans ce moment de silence absolu, j'ai vécu le moment le plus éclairant de ma vie d'adulte. Elle se tenait là, à ma célébration, dans ma maison, exigeant que je m'excuse auprès de l'homme qui venait de m'insulter tout en vivant grâce à mon soutien financier. Mais plus que ça, elle était si convaincue de sa propre importance, si certaine de son pouvoir de levier qu'elle croyait pouvoir lancer un ultimatum et me voir me coucher. Elle pensait que j'avais plus besoin d'elle qu'elle n'avait besoin de moi. Eh bien, elle avait tout faux. L'amour que j'avais ressenti pour elle n'est pas seulement mort à ce moment-là. Il a été exécuté publiquement, devant des témoins, remplacé par quelque chose de beaucoup plus froid et de bien plus clair, une lucidité totale sur qui elle était vraiment et sur ce qu'avait été notre relation. Je l'ai regardée avec le détachement que je réservais aux témoins hostiles et j'ai souri. Pas en colère, pas blessé, juste amusé par quelqu'un qui avait fondamentalement mal calculé sa position. Alors c'est terminé, ma chérie. Je me suis levé calmement, j'ai pris mon verre et je suis allé dans la cuisine, la laissant debout dans la salle à manger silencieuse à côté de l'homme qu'elle avait choisi de défendre. Derrière moi, je l'ai entendu halter, une inspiration brusque et choquée, comme si elle avait été physiquement touchée. Pour la première fois de toute notre relation, quelqu'un n'avait pas fait exactement ce que Chloé voulait. Des bruits de chaises qui bougent et des murmures gênés m'ont suivi dans la cuisine. Mais je n'ai pas regardé en arrière. J'étais déjà en train d'organiser mentalement la phase suivante. Parce que quand quelqu'un vous montre qui il est vraiment et vous force à choisir entre le respect de soi et la soumission, il n'y a qu'un seul choix rationnel. Elle est partie avec Antonin ce soir-là. Dans son esprit,
elle avait lancé le défi ultime et attendait que je revienne en rampant avec des excuses et des promesses de ne plus jamais remettre en question son jugement. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Pendant 3 semaines, je suis passé en mode silence complet. Pas d'appel, pas de texto, pas de réponse aux messages vocaux qui ont commencé sur un ton confiant et exigeant, mais sont devenus de plus en plus paniqués au fil des jours. Mais je ne boudais pas ni ne me lamentais. Je travaillais avec la précision qui me rendait redoutable dans mon travail. Le premier week-end, j'ai emballé absolument tout ce qui appartenait à Chloé. Pas avec colère, pas avec vengeance, juste avec efficacité, comme pour clore un dossier. Vêtements, livres, articles de toilette, photos, objets de décoration, gadgets de cuisine. Tout est allé dans des cartons clairement étiquetés, empilés proprement dans la chambre d'amis et photographiés pour documentation. Baptiste est passé le samedi pour aider à changer les serrures et à réinitialiser les codes de sécurité. 310 € en 2 heures. Le meilleur argent que j'ai jamais dépensé. Pendant que le serrurier travaillait, j'ai commencé à passer des appels qui allaient fondamentalement modifier la trajectoire de Chloé. Appel numéro 1, le service de la scolarité de l'école. J'ai expliqué qu'en raison de circonstances personnelles, je ne ferai plus de paiement de frais pour Chloé, avec effet immédiat. Le paiement de son semestre de printemps, 24 000 €, était dû dans 18 jours. Ils ont noté le changement et mentionné que le non-paiement entraînerait un retrait automatique et un blocage académique. Appel numéro 2, l'associé directeur de mon cabinet. J'ai expliqué un conflit d'intérêts et demandé le retrait de Chloé de notre programme de stage d'été. Le poste à 26 € de l'heure avec une offre potentielle à temps plein a été réattribué en 48 heures. Appel numéro 3, la compagnie d'assurance. J'ai retiré Chloé de ma police d'assurance automobile immédiatement. Cela n'affecterait pas encore sa conduite de la Honda, mais compliquerait sa vie lorsqu'elle essaierait d'obtenir une couverture. L'appel final, la société de carte de crédit. J'ai retiré Chloé en tant qu'utilisatrice autorisée. J'ai demandé la désactivation des cartes physiques. J'ai également contacté mon avocat pour rédiger des documents officiels, mettant fin à notre accord de cohabitation et établissant la propriété claire de tous les actifs détenus conjointement. Chaque transaction, chaque paiement, chaque investissement nécessitait un enregistrement officiel pour d'éventuels recours juridiques. Puis j'ai composé un seul texto, retour de la bague de fiançailles demandée dans les 10 jours calendaires, suivi d'une lettre officielle par courrier recommandé, car la documentation est importante lorsqu'on démantèle le style de vie de quelqu'un. Enfin, j'ai récupéré ma Honda Accord. Titre à mon nom, paiement de mon compte, Chloé n'étant plus assurée. Je l'ai trouvée sur le parking du complexe d'Antonin et l'ai fait remorquer jusqu'à mon allée. Parfaitement légal, complètement justifié. Mais Chloé n'allait pas se laisser faire tranquillement. Les messages vocaux ont commencé le 2e jour, et j'ai sauvegardé chacun d'eux comme preuve potentielle. Jour 2, Raphaël, c'est ridicule. Tu agis comme un enfant. Rappelle-moi pour qu'on puisse gérer ça comme des adultes. Jour 4, tu ne peux pas simplement reprendre ma voiture. C'est ma voiture. J'ai des choses à faire. Appelle-moi immédiatement. Jour 7, Raphaël. Le service de la scolarité a appelé. Il doit y avoir une erreur. Ils disent que mon paiement de frais a été annulé. Appelle-moi tout de suite. Jour 10, c'est insensé. Tu détruis ma vie pour rien. Pour rien. Appelle-moi où je viens. Jour 12, s'il te plaît, Raphaël. Je sais que tu es blessé, mais on peut arranger ça. Je sais que tu m'aimes. Ne jette pas 3 ans pour une stupide dispute. Jour 16, je viens chercher mes affaires. Tu ne peux pas les garder en otage. La progression des exigences arrogantes à la négociation désespérée était un cas d'école. Je l'avais déjà vu en acculant des fraudeurs financiers. D'abord le déni, puis la colère, puis la panique à mesure que la réalité s'imposait. Chaque euro que j'avais dépensé pour Chloé était fondé sur notre partenariat et notre avenir commun. Elle avait porté un coup à ce partenariat, donc le soutien financier s'arrêtait. Simple cause à effet. Mais elle avait vécu toute sa vie d'adulte dans un monde où les conséquences étaient des choses qui arrivaient aux autres. Elle était sur le point d'apprendre que ce n'était plus le cas. Exactement 3 semaines après le dîner, mon système de sécurité m'a alerté de la présence de quelqu'un à la porte d'entrée. J'ai affiché le flux de la caméra et elle était là. Chloé, l'air hagard et paniqué, sa clé refusant de fonctionner dans la nouvelle serrure.
Elle a sonné. J'ai pris mon temps pour répondre, car je voulais qu'elle ressente tout le poids de ce que terminer signifiait réellement. J'ai ouvert la porte mais j'ai gardé la chaîne de sécurité en place. Elle avait une mine affreuse. La colère vertueuse avait été remplacée par le désespoir et plusieurs nuits de mauvais sommeil. Mais sous la panique, je pouvais encore voir cette arrogance familière brûler dans ses yeux. Raphaël, nous devons parler. Non. Nous n'en avons vraiment pas besoin. Tu as fait ton choix il y a 3 semaines. Tu as exigé que je m'excuse auprès de ton ami ou que je mette fin à nos fiançailles. J'ai choisi d'y mettre fin. La conversation est terminée. Tu ne peux pas jeter 3 ans pour une seule dispute. Ce n'était pas une dispute. Tu m'as posé un ultimatum. J'ai accepté tes conditions. C'est ce que terminer signifie. Je pouvais voir la panique s'installer alors qu'elle réalisait que je ne bluffais pas ou ne jouais pas à des jeux pour attirer son attention. C'était réel et permanent. Mais qu'en est-il de l'école, du stage, de tout ce que nous avions prévu? Et alors? Tes frais de scolarité pour le printemps étaient dus il y a 3 jours. Je suppose que toi et Antonin avez trouvé un financement alternatif, puisqu'il est tellement mieux pour toi. La couleur a complètement quitté son visage. Tu n'as pas payé. Pourquoi l'aurais-je fait? Tu as mis fin à nos fiançailles. Mon investissement dans ton avenir s'est terminé avec elle. Raphaël, tu ne peux pas me faire ça. Je ne te fais rien du tout. J'arrête simplement de faire des choses pour toi. Il y a une différence. Tu as fait un choix. Les choix ont des conséquences. Tu es sur le point d'apprendre à quoi elle ressemble. J'ai commencé à fermer la porte, mais elle a coincé son pied dans l'entrebâillement. Et mes affaires? Emballées et prêtes à être récupérées. Coordonne-toi avec Baptiste pour les prendre. Son numéro n'a pas changé. Ne me contacte plus directement. C'est laquelle a complètement perdu le peu de sang-froid qui lui restait. Elle s'est mise à crier, pas à pleurer, mais à hurler de pure rage. C'est insensé. Tu détruis ma vie parce que ton ego a été blessé. J'ai ouvert la porte plus grand et les regardé calmement. Elle était en pleine spirale, et je voulais voir jusqu'où elle descendrait. Tu crois que tu peux me couper les ponts comme si je n'étais rien? Comme si 3 ans ne signifiaient rien. Je mérite mieux que ça. Tu as tout à fait raison, ai-je dit calmement. Tu mérites ça. C'est laquelle a explosé, hurlant des insultes assez fort pour que tout le quartier entende. Elle a essayé de me bousculer pour entrer dans la maison, trébuchant quand j'ai reculé. C'est ma maison aussi. J'habite ici. Tu ne peux pas me mettre à la porte. Tu habitais ici. Passé. Tu n'as jamais rien possédé ici, jamais rien payé ici, et tu as renoncé à ton droit d'être ici quand tu as choisi Antonin plutôt que moi. Elle s'est complètement effondrée, non pas de tristesse, mais de la rage arrogante de quelqu'un à qui on n'a jamais rien refusé. Je vais te poursuivre en justice. Je vais prendre un avocat. Je vais tout te prendre. J'ai carrément ri, ce qui l'a poussé complètement à bout. Avec quel argent? Me poursuivre pourquoi? Avoir mis fin à un soutien financier après que tu aies mis fin à nos fiançailles? Bonne chance pour trouver un avocat qui acceptera cette affaire. Elle a fait une dernière tentative pour forcer l'entrée avant d'abandonner et de partir en trombe vers son VTC. Mais elle n'en avait pas fini. Au cours des 6 semaines suivantes, elle a tout essayé. Elle a envoyé des amis communs pour me raisonner sur le fait de détruire l'avenir d'une femme. Elle a demandé à Anaïs d'appeler en pleurant pour me dire que j'étais cruel et vindicatif. Elle a même demandé à Antonin d'appeler. Antonin. Pour me dire que j'étais déraisonnable et que Chloé avait fait une erreur mais ne méritait pas ça. Elle s'est présentée à mon bureau 2 fois, les 2 fois se soldant par des escortes de la sécurité et des rapports d'incidents. Elle a essayé de me suivre dans le parking jusqu'à ce que j'appelle la police. Dommage pour elle, mais chaque escalade ne faisait qu'empirer les choses pour elle. L'ordonnance de protection a été accordée facilement après que j'ai présenté une documentation complète de son schéma de harcèlement. Mais la vraie destruction ne faisait que commencer, et c'était entièrement de sa faute. Chloé a dû se retirer de l'école 4 mois avant d'obtenir son master en administration des affaires. Il s'est avéré que l'entreprise de portrait d'Antonin ne pouvait pas générer 24 000 € du jour au lendemain. Quelle ironie! Sa dette de prêt étudiant est restée, 67 000 € accumulés en 2 ans, plus les intérêts. Maintenant,
elle n'avait pas de diplôme, pas de perspective de carrière nécessitant un master en administration des affaires, et un trou de 3 ans dans son parcours professionnel. Le stage que j'avais arrangé, qui mène généralement à des offres à temps plein de 85 000 €, est allé à un autre candidat qui gagne maintenant beaucoup d'argent et se construit une solide base de carrière. Chloé, non. Elle a dû emménager avec Antonin parce qu'elle ne pouvait rien se permettre seule. Mais obtenir tout ce que l'on pense vouloir a parfois des coûts inattendus. Antonin avait passé des années à se présenter comme l'alternative romantique et créative à mon côté ennuyeux et pratique. Maintenant, il était coincé avec une femme amère et en colère qui le blâmait quotidiennement d'avoir détruit son avenir tout en attendant de lui qu'il lui fournisse la stabilité financière qu'il avait passé des années à critiquer. Mais je n'en avais pas encore fini avec Antonin. Quand vous êtes un expert comptable judiciaire qui a vu quelqu'un vider vos comptes pendant plus d'1 an, vous remarquez des schémas. Disons que notre héros avait des schémas très intéressants qui ont attiré mon attention. Toutes ces réparations d'urgence et ces paiements de loyer. Antonin insistait toujours pour être payé en espèces, disait qu'il ne faisait pas confiance aux banques et préférait garder les choses simples. Ce qu'il préférait en réalité, c'était de garder les transactions hors des registres officiels. J'ai donc fait ce que je fais professionnellement, j'ai suivi la piste de l'argent. Antonin gérait son entreprise de photographie entièrement au noir depuis des années. Pas de licence commerciale, pas de déclaration de revenus, pas de structure légale, juste des paiements en espèces qui n'apparaissaient jamais sur les déclarations d'impôts. En 4 ans, cela représentait un revenu non déclaré substantiel. J'ai tout documenté méticuleusement, chaque transaction en espèces que je pouvais vérifier, chaque dépense professionnelle déclarée sans avoir d'entité juridique, chaque paiement de loyer suggérant un revenu plus élevé que celui déclaré. J'ai alors compilé un rapport complet pour l'administration fiscale. Et voilà. J'ai aussi découvert que son bail spécifiait une occupation unique. Pas d'invité pour la nuit pendant plus de 14 jours consécutifs. Le fait que Chloé emménage de façon permanente violait son contrat de location et pouvait entraîner une expulsion immédiate. La beauté de cibler quelqu'un comme Antonin, c'est que tout son style de vie était basé sur le fait de prendre des raccourcis et d'éviter les responsabilités légitimes. Quand les conséquences réelles l'ont rattrapé, tout s'est effondré. Le contrôle fiscal a frappé Antonin en premier. Il s'avère que lorsque vous avez fraudé le fisc tout en vivant au-dessus de vos moyens déclarés, l'administration le prend personnellement. Antonin s'est soudainement retrouvé face à des arriérés d'impôts, des pénalités et des intérêts totalisant plus de 28 000 €, soit plus que son revenu annuel légitime. Son propriétaire a entamé une procédure d'expulsion pour violation du bail. Il a essayé de s'en sortir en mentant, mais j'avais fourni des preuves photographiques de la résidence permanente de Chloé. Plusieurs de ses clients photographes ont reçu des lettres de l'État enquêtant sur des activités commerciales non autorisées. La rumeur s'est vite répandue qu'engager Antonin pouvait entraîner des complications juridiques. En 10 semaines, le type a perdu son appartement, la plupart de sa clientèle, et s'est retrouvé avec une dette fiscale écrasante sans aucun moyen de la payer. Soutenir une étudiante en colère qui lui rappelait constamment qu'il avait détruit son avenir lui a soudain semblé moins attrayant. Il a abandonné Chloé 2 semaines avant l'expulsion. Il a simplement disparu alors qu'elle était à son nouveau travail dans la vente au détail, la laissant avec les dettes du ménage et un mot disant qu'il avait besoin d'espace pour faire le point. La bague de fiançailles n'a jamais été restituée volontairement. J'ai intenté une action au tribunal judiciaire, j'ai obtenu un jugement et j'ai fait saisir son salaire jusqu'à ce que la bague de 4 400 € soit remboursée avec les intérêts. Cela a pris 11 mois, mais j'ai récupéré chaque centime. 4 mois après la fin de la saisie, un avocat m'a contacté au sujet d'un procès intenté par Chloé pour abus financiers et détresse émotionnelle. L'avocat a abandonné son dossier après avoir examiné ma documentation et l'enregistrement de sa crise devant ma porte. Il s'avère que le soutien financier volontaire pendant une relation ne crée pas d'obligation légale. Et on ne peut pas se plaindre de détresse de la part de quelqu'un qui applique les conséquences que vous avez vous-même exigées. Maintenant, aux dernières nouvelles que j'ai eues par des amis communs, Chloé travaille comme responsable dans la vente au détail et vit en colocation près de l'autoroute. Elle raconte encore à qui veut l'entendre que je suis un manipulateur qui a utilisé les finances pour la piéger. Et que Antonin était un lâche qui l'a abandonné quand elle avait le plus besoin de lui. Tant pis. Antonin est retourné vivre chez ses parents en province et travaille dans un studio de portrait d'entreprise pour 18 € de l'heure. On dit qu'il a appris à déclarer ses impôts correctement, à éviter de donner des conseils relationnels et à réfléchir à 2 fois avant de cibler quelqu'un qui enquête sur la fraude financière pour vivre.
Mes amis font encore référence à ce dîner. Ils l'appellent la nuit où Raphaël a fait son expertise judiciaire. Baptiste l'a fait imprimer sur un t-shirt. Je n'ai pas fait ça par vengeance, cependant. J'admets que les résultats ont été satisfaisants. Je l'ai fait par respect de moi-même et pour une responsabilité élémentaire. Voilà ce que terminer signifie vraiment. Commentaire, je tenais à vous dire ce qui m'a vraiment touché dans ce récit. Quand on réalise qu'il faut d'abord se respecter soi-même, tout change. Poser des limites claires n'est pas un acte de rejet, c'est une preuve de maturité. J'ai compris qu'être gentil avec les autres commence par l'être envers soi-même. La responsabilité personnelle nous aide à avancer sans regret. Vous méritez des relations où chacun respecte l'espace de l'autre. Prenez un moment pour penser à vos propres frontières. Choisir la paix intérieure est souvent le choix le plus courageux. Et rappelez-vous que la guérison vient quand on arrête de tolérer ce qui nous diminue. Merci d'être là et de réfléchir avec moi à tout cela. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.